Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 1107 de One Piece et les importantes révélations qui s'y trouvent. Et toi, cher voyageur qui passe par là, je te vois. N'oublie pas d'activer la cloche d'or de Chandora pour me montrer ton acquis de l'observation et de t'abonner pour faire partie de l'aventure Logpause. Sur ce, commençons. Le déroulement de la bataille. La bataille prend toujours place à Egghead avec Luffy et Sanji face à Saturne et Kizaru comme nous en avions parlé. Nous revoyons Zoro qui de son côté affronte Lucci et les deux sont tout autant confiants l'un que l'autre quant à l'issue du combat. Zoro sait d'ailleurs qu'il doit se dépêcher donc il doit finir le plus rapidement possible contre Lucci. Néanmoins, Jinbei est en route et peut intervenir avant la fin du combat pour lui-même affronter Lucci afin que Zoro puisse rejoindre Luffy si Zoro n'arrive pas à mettre un terme au combat avant que Jinbei n'arrive. Cependant, Zoro et Jinbei peuvent combattre Lucci à deux pour que le combat soit fini très rapidement afin d'ensuite rejoindre les autres ensemble, garantissant que Zoro ne se retrouve pas paumé en plein milieu de l'île. Du côté de Luffy, Bonnie, Sanji, Vegapunk, Atlas, Franky et Kuma, nous avons Luffy qui engage le combat contre Saturne et l'envoie valser au loin tandis que Sanji bloque un laser de Kizaru qui visait Vegapunk et Bonnie. La réaction de Kizaru est assez marrante. Il semblerait que ce soit la première fois que l'amiral voit quelqu'un parer ses lasers sans fruit du démon, car Marco l'avait déjà fait mais avec usage de son fruit. Kizaru se retrouve alors face à Sanji et Luffy qui reste à deux pour s'occuper de lui et Saturne qui de son côté sera de retour aux côtés de l'amiral très rapidement pour l'aider. Un 2v2 est donc très probable et les combats respectifs de Luffy et Sanji vont être incroyables. Si nous ne doutons plus de la puissance de Luffy, les pouvoirs de Saturne sont cependant trop mystérieux pour qu'on puisse crier victoire trop vite. Et l'attaque qu'il fait avec son regard est vraiment très puissante puisqu'elle a totalement empêché Luffy d'attaquer en plus d'avoir frappé très fort. Mais il semble que le ne puisse pas utiliser cette technique trop de fois en un court instant puisqu'il y a à chaque fois un délai. Le combat entre Luffy et Saturne est donc assez compliqué puisque nous ne connaissons pas grand chose de Saturne et que Luffy ne peut pas tenir longtemps en Gear 5. Du côté de Sanji et Kizaru, il est clair selon moi que Sanji n'a pas atteint le niveau pour gagner et je ne pense pas qu'il évoluera dans cet arc afin de surpasser l'amiral. Je ne vois pas Sanji passer à un si grand cap maintenant, d'autant plus que Zoro lui n'aurait aucun power-up en affrontant Lucci. Néanmoins, Sanji a des chaussures spécialement fabriquées par Vegapunk faites pour contrer le pouvoir de la lumière et il a une résistance hors norme donc il tiendra le coup suffisamment longtemps pour permettre aux autres de fuir. Nous avons aussi Dory et Brogy qui ont récemment rappliqué sur l'île et qui s'occupent des navires de la marine. Le Buster Call est totalement neutralisé par les géants, offrant un très grand avantage pour les Mugiwara. Vegapunk de son côté est en très mauvais état, garantissant sa mort s'il venait à bouger. Il va falloir que quelqu'un le transporte le plus rapidement chez Chopper, sinon sa mort est inévitable. Même si Luffy et Sanji arrivent à neutraliser le doyen et l'amiral, il finira par se vider de son sang. Il reste tout de même un espoir qu'il survive bien que son choix d'être laissé au sol va en notre défaveur. Pour le cas de Kuma, sa survie dépendra entièrement de Luffy et Sanji. Si par malheur Saturne ou Kizaru arrive à l'approcher, il n'y aura personne pour le sauver. Luffy et Sanji portent donc un très gros poids sur leurs épaules car ils doivent neutraliser les deux plus grandes menaces présentes. Il se peut que Zoro vienne mais il ne semble pas pouvoir passer Lucci facilement et rapidement, donc il faudra attendre que Jinbei vienne prendre le relais ou l'aider afin de mettre un terme rapide au combat pour qu'il puisse rejoindre Luffy et Sanji. Ça fait plaisir en tout cas de voir Sanji et Luffy ensemble être les principaux acteurs de l'acte en termes de combat. Ça prouve que Luffy peut très bien être accompagné par l'aile droite autant que par l'aile gauche. Face aux empereurs Kaido et Big Mom, il avait Zoro à ses côtés en plus des supernovas. Mais Zoro est celui qui veillait sur lui et le protégeait quand nécessaire. Maintenant face à Saturne et Kizaru, il est en compagnie de Sanji, son deuxième plus puissant Nakama. Mettez donc du respect sur Sanji, il est certes plus faible que Zoro, mais reste tout à fait capable de combattre des ennemis d'une haute classe comme Saturne ou Kizaru. Maintenant que nous avons fait un récap sur les affrontements et leurs implications, il faut parler de la partie la plus importante du chapitre, l'intervention de l'équipage de Barbe Noire. Et oui, depuis le temps qu'on attendait qu'ils entrent en scène, Katarina Devon et Van Augur étaient bien les commandants que Barbe Noire a envoyés sur Egghead, comme nous nous y attendions tous, étant donné qu'ils n'étaient pas à Hashinosu lors du raid sur Sword et que Katarina n'était pas sur l'île du Winner non plus. Van Augur pouvant se téléporter, sa puissance à Winner et Egghead n'est pas illogique. Nous n'avons néanmoins pas de Lafitte qui n'était ni avec Barbe Noire, ni sur Hashinosu, donc potentiellement en mission de ce côté.
Pour revenir à Katarina Devon et Vanagur, ils ont accompli leur mission et s'en vont donc de l'île. Katarina a touché le visage du doyen et peut donc recopier son apparence, mais la mission de base n'est pas forcément cela car la présence de Saturne était secrète avant qu'il ne décide de se dévoiler lui-même et les pirates de Barbe Noire sont arrivés avant la marine. Ils ont donc fait autre chose et ont profité que Saturne soit présent pour pouvoir prendre son apparence, un plus qui n'est pas de refus pour l'équipage qui veut dominer le monde. Car oui, c'est bel et bien confirmé que la cible de Barbe Noire et son équipage est le monde, sans nuance faite. Il y a donc plusieurs choses à analyser. Quelle était la mission de l'équipage de Barbe Noire? Quelle est la lignée de Barbe Noire? Sa race? Les différences entre les particularités des Marchaldi en tant que groupe et Teach en tant qu'individu? En ce qui concerne la mission de Katarina Devon et Vanagur, si ça ne concerne pas Saturne comme je le pense, ça doit avoir un rapport avec Vegapunk ou Luffy. Barbe Noire ayant témoigné de la puissance des Séraphins sur Amazon Lily pourrait avoir envoyé Katarina et Vanagur pour maintes raisons, telles qu'obtenir des informations sur ses nouvelles armes, voler des choses du laboratoire ou les Séraphins eux-mêmes, etc. Barbe Noire pourrait s'intéresser particulièrement au Séraphin de Hancock qui possède ses pouvoirs, lui qui veut le fruit de Hancock depuis un long moment déjà. Il cible probablement l'impératrice depuis Marineford et a attendu le moment opportun pour l'attaquer, mais n'a pas su mettre la main dessus à cause, ou plutôt grâce à Riley. S'il veut ce fruit absolument, il pourrait convoiter Snake. L'idée que la mission était de toucher Saturne pour prendre son apparence reste tout de même possible. L'incohérence temporelle et le manque d'informations comblés par une potentielle infiltration de Lafitte, lui qui n'a pas été vu ni sur la ruche ni sur Mineur. Néanmoins, il faudrait toujours se demander comment Barbe Noire a pu se douter qu'un doyen allait venir sur l'île pour envoyer Lafitte confirmer l'information. À moins qu'il ait besoin de n'importe qui appartenant au gouvernement avec un grade élevé, et donc Kizaru ferait l'affaire et son arrivée sur Egghead était bien prévisible vu qu'il y a Luffy. Barbe Noire se serait alors douté de la présence d'un amiral qui dans ce cas est Kizaru et le toucher serait alors suffisant. Mais Saturne a rendu les choses encore meilleures. Mais même cette hypothèse ne tient pas la route si la mission concerne cela pour des raisons qu'on abordera dans le troisième point. L'idée que Barbe Noire ait prédit l'avenir d'un doyen et ait utilisé Lafitte pour s'infiltrer et confirmer cela est donc plausible, mais néanmoins compliqué à envisager car le navire du Yonko est arrivé bien avant la marine et cette mission repose sur une probabilité qu'un doyen vienne alors que si c'est pour la première raison que j'ai abordée, il y a 100% de chance de trouver ce qu'il cherche sur l'île. Parlons maintenant de la lignée de Barbe Noire. Elle est confirmée comme étant spéciale et une théorie fait le tour de la communauté en ce moment. Pour cette information, on se pose plusieurs questions. Est-ce qu'il s'agit d'une référence à sa race ou à sa famille? La trad officielle parle de son sang, donc on peut potentiellement parler de sa famille. Et si on va de ce principe, ça peut être plusieurs choses différentes qui le rendent spécial et non pas sa race. Mais Katarina dit qu'il est spécial et Saturne dit tout comme son sang. Donc il parle de deux choses différentes et donc non seulement les Marchaldi sont spéciaux, mais en plus Teach en tant que personne est spécial. Et là, ça peut être lié à sa race. On va donc séparer les deux idées comme ceci. La lignée des Marchaldi est spéciale et Teach en tant que personne est spécial dû à sa race. Donc Saturne fait référence aux Marchaldi et ne connaît pas la race de Teach. 3. Saturne fait référence à sa race et la connaît donc. Il y a une nuance importante à faire entre le deuxième et troisième point. Dans un cas, Saturne connaît la race de Teach et dans l'autre, non. 1. La lignée des Marchaldi est spéciale. Partons du principe que Teach appartienne à une famille spéciale, tout comme le serait Shanks en tant que Fingerland, descendant du chef des Chevaliers Divins, ou tout comme les Nefertaridi qui descendent de Lily. La famille Marchaldi serait spéciale elle aussi à sa manière et ce serait tout à fait logique étant donné que cette famille détient le Di dans son nom. Les Marchaldi auraient donc une particularité propre à eux, celle de ne pas dormir suite à leur trahison envers le Nika. Ils ne peuvent plus donc attendre l'aube. Et d'ascendant à descendant, ils chassaient le fruit des ténèbres pour poursuivre leur objectif. Raison pour laquelle Teach a tué Tatch pour le Yami. C'est un devoir pour lui de le détenir et il ne peut faire autrement. Ainsi, les Di qui ont pourtant comme ennemi commun le gouvernement se sont divisés en différents groupes, expliquant comment Luffy et Teach peuvent être aux antipodes l'un de l'autre tout en étant des Di chacun. En tout cas, si Saturne parle du sang de Teach et donc des Marshals, leur spécificité doit être liée à leur insomnie. Mais attention, les capacités de Barbe Noire ne reflètent pas toute une spécificité liée aux Marchaldi. Prenons pour exemple le fait que Teach puisse manger 2 fruits,
car il a un corps spécial et car il est spécial comme le dit Katharina Devon. Cela n'est pas forcément un facteur héréditaire lié à son sang comme le mentionne Saturne, mais plutôt à lui-même. Katharina dit que Teach en tant qu'individu est spécial et Saturne dit qu'il est spécial en tant que personne, toujours tout comme sa lignée, son sang est spécial. Teach a donc deux spécificités, une liée à son sang et donc partagée avec ses ancêtres et l'autre liée à sa personne et donc propre à lui-même. Reste à voir quelle habilité, capacité, spécificité est liée à lui ou à sa lignée. C'est pour cela que Teach peut également être d'une race spéciale. Alors oui, s'il appartenait à une race spéciale, ça fait référence à sa lignée également, tandis que pas forcément dans le sens inverse. Un cas est l'hyperonyme de l'autre envers autre. Mais si Teach est le dernier survivant de sa race ou l'élu parmi sa tribu ou son espèce, ça le rend spécial en tant que personne et ça peut lui conférer des capacités propres à lui que n'avaient pas forcément les autres personnes de sa race qui n'existeraient plus. Nous attaquons alors le deuxième point. Teach est spécial dû à sa lignée et sa race en tant qu'individu et en tant que personne appartenant à un groupe. Pour ce cas-ci, ça reprend ce que le premier point dit, mais ça ajoute également l'idée que Teach appartient à une certaine race et qu'il n'est pas forcément humain. Dans ce cadre, Saturne ne connaît pas la race de Teach et n'y faisait pas référence. Plutôt, les commandants du Yonko le savent et c'est pour cela que Katharina dit que Teach est spécial en tant qu'individu, car il est d'une telle espèce et ça ne fait donc pas référence aux particularités que les Marchaldi ont, mais à ce que leur race a. Une nuance que vous comprendrez, je pense. Je vais donner un exemple pour faire comprendre mon propos. Imaginons que Shanks ne soit pas un humain, mais un être appartenant à la race des longues jambes, des Tontata ou que sais-je. Ce même Shanks est aussi un Figarland. Shanks a une race spéciale et une lignée spéciale. Sa lignée est spéciale car il est le descendant du chef des Chevaliers Divins et donc d'un dragon céleste. Sa race est aussi spéciale, mais pas parce qu'il est un Figarland, un dragon céleste, mais parce qu'il a la capacité en tant que longue jambe de sauter très haut. Sa race et sa famille ont donc des particularités différentes. Bien sûr, dans cet exemple, j'ai inventé une race à Shanks pour que vous compreniez que Teach peut être spécial via sa race sans que ce soit aussi lié à la spécificité de sa lignée. Donc, pour en revenir au point, si nous parlons de la race de Teach, nous allons aborder deux théories qui seront les mêmes pour le troisième point, mais la nuance énoncée rend une théorie plus plausible dans ce cas-ci que dans le prochain. Teach pourrait appartenir à une race inconnue. Ce serait plus hypant pour le personnage et ça le rendrait aussi plus unique. Cela expliquerait aussi sa particularité à manger deux fruits, qui est propre à lui et que lui car il est l'élu entre guillemets de sa race, tout comme Luffy est l'élu, le Nika. Big Mom disait posséder toutes les races dans son royaume à l'exception de 3. Il s'agit de la race des géants, des lunariens et des boucaniers. Pour les géants, c'est suite au refus de Lola de se marier avec le prince Loki, et pour les deux autres, il ne reste qu'un survivant pour chacune, à savoir King et Kuma. Donc si Barbe Noire appartient à une race inconnue, elle devrait être méconnue de Big Mom aussi. Ou bien, elle possède quelqu'un de cette lignée, mais ça enlèverait la spécialité de Barbe Noire. Teach peut tout de même appartenir à une race que nous connaissons, et donc il ne serait pas le seul survivant. Partant de ce postulat, il y a plusieurs idées et arguments. Parlons de la théorie qui tourne le plus en premier, celle disant que Barbe Noire serait un boucanier, en donnant des arguments pour et contre. Ça reste mon avis et pas une vérité absolue, la théorie peut s'avérer vraie, quand bien même j'ai des arguments contre, c'est tout là le lore des théories. La théorie s'est répandue grâce à deux facteurs, l'information que Barbe Noire appartient à une lignée spéciale et un livre se nommant Barbe Noire le boucanier. Dans ce livre, Barbe Noire est décrit comme ayant plusieurs personnalités, pratiquant la magie noire, faisant penser au Yami et étant incapable de dormir plusieurs nuits. C'est trait pour trait le Barbe Noire du manga, on est d'accord là-dessus. Néanmoins, plusieurs choses me font douter de la fiabilité de cette hypothèse. Premièrement, comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos, quand on parlait de l'étymologie du mot, les boucaniers étaient des pirates, corsaires ou chasseurs de bœufs, donc le terme signifie pirate par extension. Par Barbe Noire le boucanier, l'auteur peut simplement dire que Barbe Noire est un pirate et ça n'aurait donc aucun rapport avec les boucaniers dans One Piece. Deuxièmement, la théorie a été alimentée grâce à des informations de ChatGPT, mais l'IA a mélangé les informations du livre et du manga. Ce qui signifie que là où les gens pensent trouver des similitudes entre le Barbe Noire de One Piece et le Barbe Noire du livre, ils trouvent en fait des similitudes entre Barbe Noire de One Piece et lui-même.
Il faudrait lire le livre pour être informé, mais la théorie reste possible car le livre peut toujours contenir des similitudes avec le manga et Barbe Noire pourrait avoir survécu en tant que boucanier sans que Saturne ne le sache. Et dans le cas où Saturne parle de sa lignée sans faire référence à la race, il n'y a aucun souci avec cet argument. J'ai néanmoins une autre idée que j'apprécie personnellement, celle que Barbe Noire appartient à une race méconnue du monde entier, à l'exception de Imu et des doyens qui sont présents depuis le siècle oublié. Big Mom pourrait penser ne manquer que 3 races dans son royaume alors qu'elle en manque en réalité 4. Même l'impératrice au plus grand réseau d'information ne détiendrait pas celle concernant la race de Barbe Noire, rendant ce dernier plus mystérieux et plus intriguant. Plus spécial aussi, justifiant pourquoi ses commandants se sont soumis à lui. Ça justifierait aussi pourquoi Imu gardait sa prime avec celle des 2 princesses et de Luffy, chacun étant spécial à sa manière. Vivi et Tundi est descendante de Lily, liée à l'arme antique Pluton, d'une quelconque manière ou pas. Shirahoshi et Poséidon, Luffy et Nika, et Barbe Noire est ce que nous découvrirons plus tard dans l'œuvre. Un moyen de rendre le personnage unique, de laisser Kuma et son histoire unique également en tant que dernier survivant qui attendait le Nika, qui a su qui était le Nika avant même que ce dernier ne le devienne, et le mystère serait alors plus frappant lorsqu'il nous sera révélé. Si Barbe Noire est un boucanier, ça casserait un peu l'histoire de Kuma et enlèverait toute particularité du cyborg. Ça reste mon avis bien entendu. C'est donc ainsi que je vois les choses personnellement. Je ne renie pas l'idée que Barbe Noire soit un boucanier, mais je n'y crois pas. 3. Saturne parlait de la race de Teach en mentionnant sa lignée. Pour ce point-ci, je ne ferai qu'ajouter une nuance aux 2 hypothèses données juste avant concernant la race de Teach. Si Saturne est au courant pour sa race, la première hypothèse, celle qu'il soit un boucanier, est plus difficile à croire car Saturne a dit que Kuma était le dernier survivant de son espèce. Et s'il croit que Teach est quelque chose qu'il n'est en réalité pas et que ce dernier est bien un boucanier, ça rend l'affirmation de Saturne erronée avant même qu'il ne dise quelle est la race de Teach. Tandis que pour le deuxième point, ça rend la théorie plus plausible car ça expliquerait bien la spécialité de Teach propre à lui-même. Mais alors, il n'y a donc pas de spécificité propre au Marshall D dans ce cas-ci, Saturne parlant de sa race et non pas de sa famille. Néanmoins, la parole de Katharina Devon implique qu'il y a quelque chose d'autre propre à Teach, non lié à sa race, et ça pourrait simplement être sa façon d'être, sa personne. On parle d'une spécificité morale, de caractère, et non pas une particularité physique. Si c'est une particularité, ou plusieurs d'ailleurs, physique, ça peut être lié à ses insomnies et le fait qu'il ait ingurgité 2 fruits. Mais si ces facteurs ne sont pas liés à la lignée des Marshall D ou sa race, il faudrait donc comprendre à quoi c'est lié. Et Teach peut être une sorte d'élu comme les Nika, mais en tant que Némésis. Contraire total, il est l'élu des êtres du mal, le guerrier non pas de la libération des peuples, mais de l'emprisonnement, la domination de ceux-ci du monde. Il est l'ennemi numéro 1 du guerrier libérateur après le gouvernement. Voilà les voyageurs, nous arrivons à la fin de cette vidéo qui j'espère vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos opinions en commentaire, j'essaie de lire et de répondre à tout le monde. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!